Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement ? À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle du climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Karen et je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable. C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel. J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu, mettre les mains dans la terre. Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le vin est bon. Vous écoutez le podcast Comme un lien. Si je vous dis engrais, vous pensez forcément à la chimie et à la pollution des sols. Mais si je vous dis engrais verts, qu'est-ce que cela vous évoque ? À Saint-Cyprien-sur-Dourdou, Philippe expérimente les engrais verts et les couverts végétaux depuis plusieurs années. Avec une poignée d'autres agriculteurs, il étudie les effets de l'enherbement sur le cycle de la vigne et cherche dans cette méthode naturelle une réponse au changement climatique sur les sols. Et vous allez le voir, les résultats sont déjà prometteurs. Pour mieux comprendre sa méthode et en savoir plus sur les couverts végétaux, je suis allée à sa rencontre en compagnie de Nathalie, animatrice à la PABA. Bonjour Philippe. Bonjour Karen. Je m'appelle Philippe, j'ai 38 ans et je suis installé comme vigneron indépendant à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, dans l'aire d'appellation Marcillac, depuis 2014. Voilà, moi je suis pas originaire de l'Aveyron. En fait, je suis né à Toulon. Je suis plutôt fils et petit-fils, arrière-petit-fils de marins. Donc il n'y a rien qui me prédestinait à être vigneron. Dans ma famille, on aime bien cuisiner, on aime bien la convivialité, on aime bien manger. Et à tel point que, j'ai fait des études de commerce et j'ai orienté mon parcours vers les produits du terroir. Et dans mes formations, j'ai fait un petit peu de sommellerie, un petit peu de dégustation. Et j'ai découvert le monde du vin. Et après, j'ai travaillé comme animateur de réseau de producteurs. Et là, j'ai côtoyé le milieu de la vigne et du vin. Et je trouvais quand même que c'était plus intéressant que ce que je faisais. Et petit à petit, j'ai travaillé avec des vignerons de manière bénévole. Je me suis renseigné. Et il y a une petite graine qui a germé dans ma tête. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de franchir le cap et de tenter une reconversion. Je suis parti dans l'Hérault faire un BPREA pour apprendre le travail de la vigne et du vin, voir si ça me plaisait. Et ça m'a bien plu, quoi. Et voilà. Donc, parallèlement à tout ça, j'avais rencontré Aline. On vivait ensemble depuis un moment. Aline, elle est aveyronnaise. Et un jour, pour mon anniversaire, pendant que j'étais en pleine réflexion sur la vigne, le vin, elle m'offre une bouteille de Marcillac en me disant, bon voilà, t'es curieux, t'aimes bien le vin, tu vas découvrir. Si ça te plaît pas, tu le mets dans l'évier, quoi. Et au pire, ça débouchera l'évier. Et moi, je goûte ce vin et je me dis, ça ressemble à rien que j'ai jamais goûté. Je savais même pas qu'on faisait du vin en Aveyron, quoi, tu vois. Et du coup, on habitait à Aurillac à l'époque. Et j'ai tout de suite eu envie d'aller en Aveyron pour découvrir. J'ai découvert un petit peu des vignerons qui faisaient du vin blanc en Aveyron. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un beau terroir à rouge, mais je pense que c'est un grand terroir à blanc. Donc, on est venu s'installer en Aveyron. Et moi, j'ai découvert la vigne et le vin à Marcillac, comme ça, en travaillant chez une dizaine, voire plus de vignerons. Et ma situation a fait que j'ai pu choisir les plus sympas et ceux qui faisaient des vins qui me touchaient le plus, quoi. Alors du coup, dès 2011-2012, je me suis mis à chercher des parcelles de vignes en production en Aveyron pour pouvoir m'installer et commencer une petite production. Sauf que très vite, je me suis confronté au fait qu'il n'y avait pas de vignes disponibles. Donc c'est là qu'on a commencé à discuter avec le père d'Aline de la possibilité de replanter de la vigne au Verdus, qui était une ancienne ferme viticole qui était en polyculture.
Et donc, il y avait des parcelles qui étaient en prairie et l'idée, c'était de pourquoi pas essayer de replanter une parcelle de vigne. Et il y avait encore les droits de plantation à l'époque. Et donc, on a utilisé ces droits de plantation pour replanter la vigne en 2014. Parallèlement à tout ça, je vous avais parlé des vins blancs avant. Donc, le Verdus, c'est une ferme sur des coteaux, entre 320 et 370 mètres d'altitude. Il y a un petit ruisseau qui passe, qui s'appelle la Frégière, parce que c'est un ruisseau qui est issu d'une source qui est très froide. Et d'un côté de la Frégière, on est sur des grès blancs, et de l'autre côté, on est sur des schistes. Voilà, donc depuis 2015, on replante de la vigne au Verdus, en AOC Marcillac pour les rouges, et en vin de Pays d'Aveyron pour les blancs. Donc aujourd'hui, j'ai 4 hectares de vignes. Je vinifie tout. Je fais à peu près 15 000 bouteilles en rouge, en blanc, et uniquement avec des cépages autochtones. Donc en rouge, c'est du Mansois, qu'on appelle Fer Servadou. Et pour les blancs, c'est du Rousselou et du Chenin. Depuis que tu t'es installé, tu as quand même vécu certaines années très problématiques en termes de gel. Il y a 2019, 2021. Tu as pris conscience du coup des puissants changements climatiques sur ton domaine. Suite à ces événements, tu peux m'expliquer un peu les différentes pratiques que tu as pu mettre en place ? Ouais, je rajouterais une année, même 2017, où j'ai gelé à presque 100%, où c'était ma première année de récolte des vignes que j'avais plantées. Moi, le gel, ça a impacté mon travail à tous les niveaux, en fait. Tant au niveau de la taille que de l'implantation du vignoble, de l'orientation des parcelles, du palissage, du travail du sol, de l'agroforesterie. En fait, ce que ça a fait, le gel en moi, c'est que ça m'a obligé à observer beaucoup plus ce qui se passait. Très rapidement, j'ai observé que les haies, les arbres avaient un impact énorme sur les parcelles, sur le climat des parcelles. Et j'ai constaté qu'il manquait des haies à des endroits. Donc, première des choses à faire, c'était de replanter des haies, des arbres, et créer comme un microclimat, en fait. Après, le palissage aussi. On avait pris l'habitude de conduire nos vignes un petit peu bas. Donc, j'ai surélevé un petit peu mes vignes, j'ai surélevé mon palissage, j'ai rajouté un fil. Voilà. Après, sur la taille aussi, j'ai mis en place des pratiques de taille douce en laissant plus de chicots, dans l'idée que je laissais plus de réserve dans le bois pour permettre à la vigne de redémarrer beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, sur le travail des sols aussi, des travaux de sol trop précoces aussi favorisent le gel. Dans l'implantation du vignoble, les vignes que j'ai plantées après gel, c'était des vignes avec des porte-greffes qui descendent plus profond, qui ont moins les racines à ras du sol dans les sols qui se réchauffent très tôt et qui fait que la vigne démarre. Donc là, déjà, j'observe que ces choix-là sont pas mal. Donc, si les prochaines vignes que je vais planter, je vais continuer dans ce sens-là, quoi. Et le choix des cépages aussi, bien sûr. Donc déjà, revenir vers des vieilles variétés dans un cépage emblématique, comme pour nous le Mansois, par exemple, je pense que là, il y a aussi une part de solution, quoi. J'ai cru comprendre aussi que tu expérimentais les couverts végétaux. Plutôt en interrant, du coup, quels sont les effets que tu as pu observer dans le contexte de la sécheresse actuelle ? Parce qu'on a parlé du gel, mais en fait, il y a aussi la sécheresse l'été, quoi. Oui. Mais, pour en finir déjà juste avec le gel, j'ai constaté aussi quelque chose avec les engrais verts. Mais il va falloir que je gèle encore pour vraiment le constater. Il y a un petit retard de démarrage de la vigne là où il y a des engrais verts. Donc voilà, je peux pas en tirer de conclusion aujourd'hui, mais le fait d'avoir des engrais verts qui concurrencent un petit peu la vigne au moment du débourrement, ça c'est intéressant. Et du coup, la question par rapport à la sécheresse, moi en fait, ce que j'ai compris, c'est que des sols vivants, des sols avec de la matière organique, c'était des sols qui maintenaient mieux l'eau en fait. Et donc pour moi, les engrais verts, c'est une réponse en ce sens-là, dans la mesure où je structure mes sols, je nourris mes sols et j'augmente leur faculté à retenir l'eau. Voilà, seulement, ça fait depuis 2019 que je fais des engrais verts et ça fait pas long en fait.
ça fait pas long. Du coup, je suis pas en capacité encore aujourd'hui d'amener des conclusions. La seule chose que j'observe véritablement aujourd'hui, c'est dans la préparation des sols. Les sols sont beaucoup plus faciles à travailler là où j'ai eu de l'engrais vert systématiquement que là où il y en a pas eu. L'une des principales difficultés des couverts végétaux, c'est la concurrence hydrique à la vigne, quand même. Ça fait peur un peu à tout le monde. Est-ce que tu as trouvé une réponse un peu à cette problématique ? Comment tu gères tes engrais verts en fait en termes de destruction ? C'est quoi un peu ton itinéraire technique ? Aujourd'hui, c'est très classique en fait ce que je fais. Je broie les engrais verts juste au débourrement et je les enfouis. Dans l'idée que il faut plus qu'il y ait d'engrais verts dans la vigne qui vont venir concurrencer la vigne au niveau hydrique. Seulement, en fait, les expérimentations qu'on fait aujourd'hui, elles m'ont poussé un petit peu à sortir de mes idées reçues. Par exemple, aujourd'hui, on essaye des roulages pour maintenir la fraîcheur dans les sols. Le fait qu'il y ait comme un paillage, en fait, permet au sol de rester couvert tout l'été et du coup de pas trop sécher. Voilà, donc ça, c'est peut-être une autre idée reçue. Parce que les premières expérimentations qu'on a fait au Verdus ont montré que là où l'herbe était roulée, ça continuait de pomper l'eau dans le sol. Du coup, la vigne était encore plus en stress. Seulement, on est c'est de l'agriculture, donc il ne faut pas faire des conclusions trop vite. Moi, j'avais ma conseillère qui me disait broie-les parce que ça risque d'avoir un impact sur la vigne. Mais bon, c'est une expérimentation qu'on fait. Du coup, je suis têtu. On n'a pas broyé. J'ai maintenu jusqu'à la fin et je pense que il faut persévérer et c'est au bout d'un certain temps qu'on pourra tirer vraiment des conclusions. C'est à force de rouler sur certains endroits les engrais verts qu'on pourra voir si le sol se structure différemment, si l'eau reste. Je pense qu'il faut de la patience. Ouais. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Avec plaisir. Bonjour Nathalie. Bonjour Karen. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Nathalie Rétière. Je travaille pour le GAP de l'Aveyron. Donc, c'est le groupement d'agriculteurs biologiques de l'Aveyron et le GAP s'appelle l'APABA. Alors moi, j'accompagne plus particulièrement les producteurs en plantes pérennes, c'est-à-dire la viticulture, l'arboriculture et les producteurs de petits fruits. J'ai une formation agricole à la base, mais je voulais pas me spécialiser dans une production et je suis plus partie sur la gestion de projet. C'est pour ça que maintenant j'accompagne plus des groupements de producteurs. Donc j'ai un GI2E en viticulture et un défi en arboriculture. Donc on vient d'entendre le témoignage de Philippe. Il nous a un peu raconté l'effet positif des engrais verts sur son domaine, sur l'effet sur le sol. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment choisir les bonnes variétés et à quelle période les semer ? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises variétés. En fait, on choisit les variétés en fonction du sol, de la topographie et des attentes. C'est-à-dire que des conseils qu'on peut donner en viticulture seront pas les mêmes qu'en arboriculture, alors qu'on travaille sur des couverts. Travailler à Saint-Cyprien ou travailler dans la vallée du Tarn, c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas du tout les mêmes climats non plus. Même si ça se rapproche, c'est quand même l'Aveyron. Mais dès qu'on arrive par exemple dans la vallée, on est plus sur des productions méditerranéennes, alors qu'ici, on est plutôt sur des productions de moyenne montagne. Tu peux un peu me dire quelles sont les principales observations que tu as pu faire avec ton groupe, du coup avec le groupe GI2E dont Philippe fait partie, sur les parcelles que vous avez expérimentées en couverts végétaux ? On a travaillé depuis 2 ans sur la destruction des couverts végétaux. Ça, c'était aussi parce qu'on travaille au niveau régional avec
les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude, sur un projet de destruction. Et l'idée par rapport à ça, c'était de voir quelle était la meilleure destruction. Donc, on avait 3 thèmes différents, c'est-à-dire un sol nu, un sol qu'on allait broyer et enfouir, et un sol qu'on allait rouler. Alors, ce qui était intéressant, c'est que nous, dans l'Aveyron, on n'a pas eu du tout les mêmes résultats que les 3 autres départements. On avait mis des sondes dans le sol à 40 cm, et par rapport à ces sondes, on vérifiait ces sondes tous les 15 jours. Et on s'est vite aperçu que sur les sols nus, les sondes, elles nous montraient bien que les sols s'asséchaient très rapidement. Elles passaient à 199, c'est le max. Et donc, là, elles allaient vite rejoindre le chiffre 199. Après, quand on a testé aussi les sondes qui étaient sous les couverts végétaux où on allait faire les broyats, en fait, on s'est vite aperçu que les couverts végétaux étaient en concurrence avec la vigne. Et donc, là aussi, on s'apercevait que les sondes, plus ça va, plus ça augmentait. Et quand on a broyé, un autre interrang. Là, on s'est aperçu que les sondes, finalement, ont commencé à baisser. C'est-à-dire que les couverts végétaux ne prenaient plus d'eau, en fait. Et ça nous paraissait, dans un premier temps, intéressant. Parce que quand on testait aussi les sondes sur les couverts végétaux qui avaient été roulés, alors là, on s'apercevait qu'il y avait une concurrence hydrique super importante. Alors, on s'est dit, voilà, la meilleure solution, c'était de détruire et d'enfouir les couverts végétaux. Mais on a continué, parce qu'on aurait pu s'arrêter là, et on a continué à faire l'expérimentation. Et là, en fait, on s'est aperçu à un moment, parce que on prenait aussi la température du sol et la température dans la vigne. Alors, la température du sol sur le sol est à 10 cm de profondeur, et la température dans les feuillages de la vigne. Et là, quand même, ça a bougé au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que finalement, la vigne où il restait le couvert végétal qui avait juste été plié, en fait, souffrait moins que les autres vignes à côté où on avait détruit les couverts végétaux finalement. Et là, on s'est aperçu aussi que la vigne, déjà la température au sol était moins importante, la température dans les feuillages de la vigne était aussi moins importante, et que finalement, la vigne, elle était plus jolie. En fait, elle était plus fraîche, plus... Donc, en fait, maintenant, ce qu'on a étudié, c'est est-ce qu'il faut... détruire le couvert végétal pour pas qu'il fasse concurrence à la vigne à un moment donné, ou est-ce qu'il faut accepter cette concurrence pour que finalement la vigne, en pleine canicule, quand il fait vraiment très chaud, souffre moins? Là, j'ai pas le résultat, mais c'est ce qu'on est en train d'étudier. Vous l'avez compris, les couverts végétaux peuvent être d'une grande aide pour combattre les effets de la sécheresse sur le sol et la vigne, à condition bien sûr de trouver le bon équilibre et de sélectionner les bonnes variétés à semer. Si vous souhaitez en savoir plus, les CIVAM d'Occitanie et l'APABA peuvent vous aider. Nous organisons tout au long de l'année des formations sur ce sujet. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à consulter le site web de la FR CIVAM Occitanie. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast du CIVAM Occitanie, produit par Studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la région Occitanie.